Mon nom est Martin Bromiley et je suis le père de deux jeunes enfants, Victoria et Adam. Ceci est l'histoire du décès de ma femme, Elaine, morte en mars 2005 dans les suites d'une tentative d'une chirurgie de routine qui a mal tourné. Je suis un pilote de ligne avec des connaissances à facteur humain. Je veux faire la différence. Je veux pouvoir raconter l'histoire à Victoria et Adam dans quelques années, quand je serai mort, qu'il reste les leçons de cette histoire et qu'il y ait un changement dans le système de santé en Grande-Bretagne. Hélène était en très bonne santé. Elle avait juste un problème de sinus et un ORL lui avait proposé un traitement chirurgical de routine. On s'est quitté tôt le matin et elle a embrassé les enfants en leur souhaitant une bonne journée. J'ai eu un coup de téléphone de l'ORL vers 11h du matin ce jour-là. Il m'a expliqué qu'au moment où Hélène a été anesthésiée, ses voies aériennes se sont collabées et que son taux d'oxygène est descendu dans des niveaux très bas. Ils avaient alors décidé d'une option plus sûre qui était de la réveiller. Hélas, elle ne s'était pas réveillée. Je me suis rendu en réanimation et j'ai été accueilli par deux médecins. Ils m'ont expliqué qu'Hélène avait manqué d'oxygène pendant une longue période. Ils s'attendaient à ce qu'elle ait subi des dommages cérébraux significatifs. Un nouveau scanner cérébral a été réalisé, et même pour moi qui n'y connais rien, quand on comparait le nouveau scanner à celui de référence, il paraissait évident que plus rien ne pouvait être fait à ce stade pour Hélène. J'ai pris la décision, en accord avec les réanimateurs, de limiter les soins et d'éteindre les machines qui la maintenaient en vie. Elle est décédée 13 jours après la date initiale de la chirurgie. Je voulais vraiment essayer de partager cette histoire avec vous. On a réussi à recueillir environ 80% de la suite des événements qui sont déroulés. Hélène a été prise en charge par un anesthésiste et un infirmier expérimenté. Le plan de départ était de commencer par un masque laryngé. L'équipe avait fait une évaluation préopératoire sérieuse. Il n'y avait aucune inquiétude à ce stade. À 8h35, Hélène a été anesthésiée. Le premier masque ne convenait pas, et ils en ont essayé un deuxième. Ils ont alors essayé des drogues supplémentaires pour diminuer une possible tension musculaire dans la mâchoire. Mais cela devenait évident que les choses tournaient mal. On sait qu'au bout de 2 minutes, elle avait une saturation de 75% qui continuait de diminuer, qu'Hélène était cyanosée. Au bout de 4 minutes, sa saturation avait chuté à 40%, puis en dessous. Il y a des incertitudes qui persistent sur les temps précis. Après environ 6 à 8 minutes, ils ont essayé de l'intuber. Toujours avec une saturation de 40% ou en dessous. Son rythme cardiaque baissait. L'ORL qui attendait pour opérer est alors arrivé en renfort. Un anesthésiste d'une salle adjacente, averti de la situation, est venu pour voir ce qu'il pouvait faire. Puis au moins 3 infirmières sont venues pour essayer d'aider. Les 3 médecins ont continué à essayer d'intuber avec différentes techniques, différents matériels. Les infirmières ont commencé à exécuter des tâches de leur propre initiative. C'était une situation de ventilation impossible et d'intubation impossible. C'est une situation d'urgence connue en anesthésie rare pour laquelle des recommandations existent. Cela fait maintenant 10 minutes que la procédure a commencé. Pendant ce temps, la patiente, ma femme, est bleue. La saturation est de 40%, ou moins depuis
6 minutes. L'anesthésiste a 16 ans d'expérience et une bonne réputation auprès de ses collègues. L'ORL a plus de 30 ans d'expérience. Le deuxième anesthésiste a reçu une formation spécifique en intubation difficile. Les 3 ou 4 infirmières sont toutes expérimentées dans leur travail. Et on peut se demander qu'est-ce qui se passe dans leur tête à ce stade. Les tentatives d'intubation ont échoué. Le taux d'oxygène est très bas. Pendant 10 à 15 minutes, les médecins ont continué à essayer d'intuber en excluant toutes les autres options. À la fin de ces 15 minutes, soit 25 minutes après le début de l'anesthésie, ils avaient finalement réussi à remonter l'oxygène vers 90%. Mais elle était restée à moins de 40% pendant plus de 20 minutes. No, you got 90 though. That's better. I don't think we should carry on with the operation. No, I agree. I think we should abandon it at this stage. Okay. Les voies aériennes ne sont pas sécurisées. Ils continuent donc à tourner autour et la saturation diminue à nouveau au-dessous de 90% pour 10 minutes de plus. Finalement, 35 minutes après le début de la procédure, il semble qu'ils prennent la décision que la meilleure chose à faire est de la laisser se réveiller naturellement. Ils l'ont alors transférée en salle de réveil. Elle est restée allongée là environ 1h30 et bien sûr elle ne s'est jamais réveillée. En se basant sur les conclusions de l'enquête et sur le rapport du professeur Graham, l'anesthésiste principal, si on peut l'appeler ainsi, a, selon ses propres mots, perdu le contrôle. Il y avait une question clé pendant l'enquête qui était de savoir qui se sentait responsable à différents stades de la situation. Il y avait certainement une perte de conscience de la situation, la conscience du temps qui s'écoule, mais aussi de la gravité de la situation. Cette notion de gravité, finalement, n'a jamais été partagée entre les médecins. Il y a certainement eu une défaillance dans le processus de prise de décision. Il est également apparu que la communication a été défaillante entre les médecins. L'histoire avec les infirmières est très différente. Elles étaient globalement conscientes de ce qui se passait et de ce qui aurait dû se passer. Je vous avais dit qu'au bout de 6 à 8 minutes, les infirmières arrivent. L'une d'entre elles demande à une de ses collègues d'aller chercher un kit de trachéotomie. Il y avait déjà un kit de mini-trachéotomie en salle. Elle est sortie, a récupéré un kit de trachéotomie et quand elle est revenue, elle a dit au médecin que le kit de trachéotomie était disponible. Il n'y a pas eu de réponse. Une des autres infirmières a immédiatement vu la couleur, les signes vitaux de ma femme. Elle est alors sortie appelée en réanimation pour vérifier qu'un lit soit disponible. En revenant, elle a dit aux 3 médecins qu'un lit était disponible en réanimation. Et selon ses propres mots, ils l'ont regardée comme s'ils voulaient lui dire « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu réagis avec excès. » Elle est donc ressortie et a annulé la réservation du lit de réanimation. De l'enquête jusqu'au procès, il a été établi qu'elle savait ce qui se passait, mais elle n'a pas su comment évoquer le sujet avec les médecins. On a donc une défaillance de leadership, de conscience de la situation, d'élaboration des priorités, de prise de décision, de communication et d'affirmation de soi. Et ces mêmes facteurs humains sont de manière ironique présents en aviation dans 75% des accidents. Et depuis, je me suis vraiment demandé
Pourquoi en aviation, on s'entraîne pour comprendre les facteurs humains? C'est une partie technique capitale dans la conception de nos équipements, dans la gestion des procédures et dans le travail au quotidien. Cela fait partie intégrante de notre langage professionnel. Mais j'essaie de comprendre pourquoi cela ne fait pas partie de la pratique clinique. Quand on sort d'un avion, il y a de nombreuses tâches techniques à réaliser. Ce sont les vérifications de routine sur un avion vide. Il y a les vérifications de sécurité externe. On fait le tour de l'avion. On vérifie que tout ce que l'on a demandé est disponible et fonctionnel. Quand toutes les préparations sont faites et que tout est prêt pour le vol, on va à l'intérieur de l'avion pour faire le briefing. Il s'agit de s'assurer que nous savons tous les deux à quoi nous attendre, mais ce qui est encore plus important, c'est d'avoir partagé toutes les possibilités. Above 100, you'll only consider stopping ECAM warning, engine failure, something you think is going to stop us flying. 3 things to remind me of. With a positive climb, we'll get the gear up if appropriate. Remind me that toga's available. Remind me the autopilot's available. If it's not performance limiting, I propose to follow the SID. The only other exception to that is if we had some uncontrollable situation, like a fire still burning when we get to S speed, in which case I'll pull that, and it's suitable for a right-hand visual back for 27 right today. Any questions on the emergencies? Okay, as far as the departure, it's an opening up of communication. C'est un moment ouvert de communication. L'étude des facteurs humains nous dit que, aussi bon que l'on soit, nous nous trompons tous à un moment donné. Nous avons besoin de papier autour de nous. Il faut créer un environnement ouvert avec nos collègues, être ouvert aux suggestions. Si l'un d'entre eux nous dit « Excusez-moi, j'ai un doute là-dessus », il ne faut surtout pas réagir en disant « C'est moi le chef ici », mais plutôt « Dis-moi qu'est-ce qui te préoccupe ». Il faut être à l'écoute. Avant que vous me posiez la question sur ce qui est advenu des médecins impliqués dans le décès de ma femme, vous serez content de savoir qu'ils sont tous retournés travailler. Et c'est exactement ce que je voulais. De retour sur les lieux de travail, ils ont pu répandre les leçons de leur expérience personnelle à leurs collègues. Et chacun d'entre eux sont devenus de bien meilleurs cliniciens, il n'y a aucun doute. Le message clé que nous voulons souligner, c'est qu'en aviation, on sait que 75% des accidents sont dus à des facteurs humains. Pour le monde de la santé, quelle est la statistique? Est-ce la même chose, 75%? Est-ce que c'est 85%, 55%? Personne ne sait vraiment. Mon idée est que de toute façon, ce chiffre n'a pas de sens. Si on se réfère au bon sens et que l'on regarde autour de nous, c'est probablement une large proportion d'incidents ou d'accidents qui sont liés aux facteurs humains. Les leçons des autres industries sont sous nos yeux et sont applicables au monde de la santé. Et même si ce n'est que 45%, c'est suffisant pour le nombre de vies que l'on pourrait sauver. Éveillons-nous aux facteurs humains. Il est temps de faire la différence.